je sais pas, moi, on me dit de temps en temps, ouais, t'étais courageux de quitter une carrière, enfin, un parcours tout tracé pour une carrière et tout. Je suis là, bah non, en fait, c'est vous qui êtes courageux de faire un job que vous aimez pas pour gagner de l'argent enfin, moi, être heureuse, ça, clairement, j'ai besoin d'argent pour vivre, mais je suis pas prêt à sacrifier ma santé mentale pour ça, quoi. Et donc, c'est surtout que j'avais pas le choix et que Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. tu peux changer des choses, tu peux être acteur de ta vie et en l'occurrence, bah là, créer mon propre job, c'est genre, je sais pas où on va, mais c'est trop excitant pour prendre le risque de regretter de pas le faire. Je pense que c'est plus ça. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Salut Pierre, bienvenue dans Salut. Émergence. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Avec plaisir, merci de m'accueillir. Je m'appelle Pierre Chevel. Par où commencer? Je vais dire un C'est une citoyen bonne du question. monde. J'aime bien rencontrer des gens que je trouve rayonnants, qui me donnent envie de rayonner pour donner envie à d'autres gens de rayonner à leur tour. Je crois que je me suis jamais présenté comme ça, mais en fait, c'est vraiment comme ça que je vois les choses, même si c'est pas forcément visible dans mon contenu. Sinon, de manière plus conventionnelle, je fais des podcasts et une émission YouTube qui s'appelle Soif de sens, justement où j'identifie des gens qui pour moi sont des pépites. Donc, je pense que ça devrait pas mal parler à votre audience et qui sont engagés de manière que ce soit des écolos, des féministes, des antiracistes, des militants divers et variés que je trouve ultra badass et qui ont changé de vie pour changer le monde. Et où du coup, bah, on jongle entre leur vécu à eux hyper intime, mais aussi du coup, bah, quelque chose de très politique, très macro pour s'éduquer sur un sujet, une grande cause, quoi. C'est tant bien, aujourd'hui ça va être ton tour. On va pas dire ça, mais tu t'es bien résumé. C'est vrai que même moi j'ai eu du mal à dire mais qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Est-ce qu'il est journaliste, Non. youtubeur, influenceur? C'est assez difficile, mais ça a bien résumé la situation. Tu fais rayonner les gens à travers ton travail et c'est aujourd'hui on va essayer de te faire rayonner à toi. Et une de mes premières questions, c'est toi, d'où vient ta conscience écologique et aussi sociale, parce que c'est un point important Ouais. dans tes contenus. Euh, Elle est pas du tout innée. Quand C'est tu m'as intéressant. envoyé les questions, j'ai percuté que en fait, ça m'énerve un peu les storytelling où c'est genre ah j'ai vu la lumière et enfin ça arrive, c'est clair, mais souvent c'est plus un discours de communication, voilà, pour raconter une histoire. Non, justement peut-être à l'opposé, moi mon père il adore travailler la terre et avoir son potager, etc. Et du coup je me suis un peu construit en opposition par rapport à ça. Par contre j'ai une famille de soignants et donc il y a toujours eu le côté bah, prendre soin des autres ou voilà pour la plupart des gens de ma famille c'est un peu une vocation, donc ce côté social en tout cas, associatif, etc. euh, Après j'ai jamais pensé en faire mon métier ou quoi que ce soit. Moi j'ai fait une école de commerce, donc la réponse courte c'est plutôt d'une quête de sens professionnel où je suis arrivé dans une école de commerce à Paris, à Subdeco Paris, et j'ai fait une bonne grosse dépression pour plein de raisons. Bah, le fait de quitter tes potes, ta famille, d'arriver dans une grande ville comme Paris qui peut être intimidante, et surtout bah, dans une école de commerce où vraiment je me projetais pas du tout dans les carrières qu'on nous montrait. J'étais là, mais en fait les gars, il y a une petite erreur de casting, je n'ai rien à faire là, qu'est-ce qui se passe? Et de fil en aiguille, j'étais là, bon, il faut absolument que je rencontre un maximum de personnes qui font d'autres choses parce que j'étais là, en fait, ça va pas. Enfin, je me vois pas vendre un maximum de couches culottes ou de produits dérivés. Genre, j'ai juste envie d'être heureux dans ma vie, quoi. Donc, il y avait pas du tout le côté écolo, solidaire ou quoi que ce soit. Je voulais juste, à la limite, s'il y avait eu un métier à ce moment-là, ce serait plus d'être prof. Sauf que je trouvais pas de matière de prédilection. Et c'est assez marrant d'avoir pris conscience de ça à quelques années où je me dis, ouais, en fait, ma matière, c'est changer le monde, quoi. C'est genre, je rencontre des gens qui changent le monde et j'essaie de le transmettre à ma manière. Voilà, j'ai pas la prétention de savoir changer le monde, mais en tout cas, il y a plein de sources d'inspiration.
Et donc, c'est plus, comme beaucoup de gens, je pense, chemin faisant, tu vois. D'abord, c'était plus les causes sociales, parce que j'ai fait des stages et du freelance dans l'entrepreneuriat social, où vraiment, j'étais là. Oh, mais en fait, il y a plein de trucs qui vont bien dans le monde, il y a plein de gens qui se bougent le cul et qui font des trucs incroyables avec pas grand-chose et dont on parle pas dans les médias. Donc, en bossant dans 2 boîtes qui s'appellent Spark News et une ONG qui s'appelle Ashoka, qui est un réseau mondial d'entrepreneurs sociaux hyper badass. Donc ça va de, je sais pas, Yunus sur le microcrédit, au fondateur de Wikipédia qui rend le savoir accessible à tous, à 1001 inconnus dont on n'entend jamais parler, quoi. Et tu veux que je déroule vraiment toute la suite? Non, mais c'est intéressant de revenir dessus. Ça retrace un peu ta vie. Ouais. Et le point important que tu dis, c'est qu'au final, toi, l'écologie, c'était pas inné. Non, pas Il du y tout. avait un lien avec la famille sur plutôt la partie soignant. Et c'est à travers ta construction de, on va dire carrière. Je sais pas si c'est le bon mot parce que Ouais, justement, c'est c'est ça, ce je que tu voulais as un fait. job où je sois heureux, quoi. Et t'as des sujets autour de l'écologie qui sont arrivés. C'est pour ça que tu as aussi beaucoup de contenu autour de ça aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, en dernière année d'études dans mon école de commerce, j'étais là, bon, en fait, j'étais à fond dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat social. Et j'étais là, mais ça me fait trop chier. Moi, j'adore écrire, j'avais déjà écrit un autre bouquin sur des méthodes de travail pour réussir sa prépa HEC. Et j'étais là, purée, une fois que je vais être diplômé, je vais bosser dans une ONG, comme Ashoka où j'étais avant ou autre chose. Et le soir, je vais rentrer chez moi, je vais être crevé, parce que c'est des jobs où on compte un peu passion, où on compte pas trop ses heures. Je vais pas avoir envie d'écrire un bouquin. Je l'ai déjà fait, je sais ce que c'est. Enfin voilà. Donc j'étais là, je veux écrire ce bouquin pour montrer aux gens qu'il y a plein de moyens d'agir à son échelle et que t'as pas besoin d'y passer des heures et des heures pour commencer à faire bouger les choses. Que ce soit effectivement en contribuant à un article Wikipédia ou en changeant de moteur de recherche, en passant chez Lidl ou Ecosia, ou en donnant des fringues à Emmaüs, ou en achetant chez Emmaüs, ou plein d'autres trucs qui sont pas forcément connus. Et du coup, mon projet, il est né un peu de ça, de ce concept de micro-engagement. Et du coup, j'ai écrit ce bouquin qui s'appelle Changer le monde en 2 heures. C'est un peu l'ancien nom de mon projet jusqu'à il y a quelques mois. Sur 10 projets sociaux ou écolos hyper badass qui marchent déjà et surtout auxquels c'est facile de contribuer. Pour qu'en gros, si tu as envie d'agir, t'as plus vraiment trop d'excuses, quoi. Et surtout, tu vois un panel de 10 projets dans plein de domaines différents, que ce soit la santé pour accélérer la recherche contre le cancer, plutôt que sur le cancer aussi, que ce soit sur l'alimentation, sur le transport, etc. Et que les gens, tu dis, mais en fait, il y a plein d'autres futurs qui sont possibles et c'est pas si compliqué de mettre la main à la pâte, quoi. Et comment t'expliques que tu as toujours été dans le partage parce que tu as eu envie de éveiller les gens avec ce livre, mais tu as eu aussi ce même mécanisme de partage quand tu as fait ta prépa et que t'es rentré dans une école, tu as de suite voulu écrire un livre pour partager, on va dire, les bonnes pratiques pour changer les gens. Comment t'expliques cette volonté? Franchement, je suis trop content de pouvoir en parler sur ton podcast parce que c'est vrai que moi, on me range tout le temps dans la case écolo ou solidaire, alors que moi, je me vois vraiment beaucoup plus comme je sais pas si prof c'est le bon mot parce que je me considère autant apprenant que transmetteur, on va dire. Mais voilà, élève, prof ou enfin plus un truc horizontal en tout cas. Et ouais, je pense que j'adore apprendre. Je pense que la remise en question est à la fois peut-être mon plus grand défaut et ma plus grande qualité. Je me pose 100 milliards de questions. Enfin, j'ai fait une licence de philo aussi en parallèle. À la base, j'hésitais justement à arrêter l'école de commerce pour passer la grecque de philo. Je sais pas forcément beaucoup de gens qui sont au courant. Mais ouais, j'adore quand tu rencontres quelqu'un ou tu lis un bouquin et tout d'un coup, tu vois plus le monde de la même manière, quoi, parce que tu te dis, mais en fait, un steak, en fait, c'est un animal mort. Et quoi? En fait, je suis pas OK avec ça, peut-être. Ou en tout cas, j'y avais jamais vraiment réfléchi. Ou, mais pourquoi est-ce que les femmes, elles parlent 3 fois moins que les hommes dans les médias? Genre, c'est pas tout à fait normal quand même. Enfin, et plein de trucs comme ça, de désapprendre qui te font... T'as l'impression que le monde a toujours été d'une certaine manière, que, je sais pas, Facebook est là depuis la nuit des temps et que le capitalisme aussi, alors qu'en fait, non. En fait, le monde, il est en changement et de se rendre compte que nous-mêmes,
bah, comme un arbre qui pousse super lentement, et ben ça se voit pas forcément de nos propres yeux, mais le monde il change tous les jours en fait. Sauf que le futur il est pas réparti de manière uniforme un peu partout et je sais pas trop où je vais avec tout ça, mais en tout cas ouais c'est ce côté. Je trouve ça aberrant qu'il y ait des gens qui soient passés comment dire, qui aient acquis des compétences, des expériences, des choses parfois hyper puissantes et qu'on capitalise pas là-dessus. Qu'on s'appuie pas sur les expériences les uns des autres, qu'on fasse pas marcher l'intelligence collective en fait pour pas reproduire les mêmes erreurs et pour essayer de créer un monde plus juste et plus fun et ouais où on est au service de la vie plutôt que de sa destruction quoi. Toi, tu as cette capacité justement à apprendre à te remettre en question à chaque fois. Tu es un peu sorti de ce moule, hein. On n'en a pas parlé, mais j'ai vu que ton premier stage, je pensais là aussi où tu as pris un peu une claque, c'était dans l'audit. C'est un peu le parcours Ouais. classique d'une école de commerce. C'est aller checker les comptes des entreprises et voir si tout se passe bien et t'es sorti de là-dedans. Comment on fait pour avoir cette curiosité, cette envie de se remettre en question? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une société où on va être sur un rail, l'école, les études. On sort des études, on va faire le job qui nous met dans une situation confortable. On se remet jamais en question, ou à part, il faut que je fasse plus, mieux. Comment on fait pour justement sortir de cette zone à chaque fois, se remettre en question, contrairement à 90% je pense de ta promo qui est sur des Ouais. rails qui tournent très bien? Déjà collectivement par se battre contre l'idéologie un peu il n'y a pas d'alternative en fait c'est le capitalisme et c'est comme ça et c'est tout et justement aussi contre le marasme ambiant qui est clairement justifié mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont possibles et plein d'autres gens aux quatre coins de la planète qui construisent autre chose. Bon je voulais garder la réponse pour la fin de l'interview mais là je viens de finir What If et si le dernier bouquin de Rob Hopkins qui m'inspire beaucoup où justement il montre à quel point on a perdu notre capacité d'imagination notamment à cause de l'école mais à cause de plein d'autres choses et que ouais c'est ce qu'on a vu avec le film Demain notamment de Cyril Dion et plein d'autres qu'en fait si on réouvre le champ des possibles collectivement en tout cas il y a plein d'autres scénarios qui sont possibles et hyper excitants dans le futur et pas juste soit du Mad Max soit juste pas de l'effondrement plus soft, on va dire entre guillemets, avec juste de la précarisation progressive, quoi. Et individuellement, en fait, j'avais pas le choix, quoi. Enfin, je sais pas, moi, on me dit de temps en temps, ouais, t'étais courageux de quitter une carrière, enfin, un parcours tout tracé pour une carrière, et tout. Je suis là, bah non, en fait, c'est vous qui êtes courageux de faire un job que vous aimez pas pour gagner de l'argent, enfin, moi, être heureuse, ça, clairement, j'ai besoin d'argent pour vivre, mais je suis pas prêt à sacrifier ma santé mentale pour ça, quoi. Et donc c'est surtout que j'avais pas le choix et que c'est d'abord un rejet du monde de l'entreprise classique où j'étais là, mais c'est mort en fait. Et donc je pense que c'est déjà se connaître et entendre les signaux quand on est en grosse dissonance cognitive et que bah, si t'en es au point où t'es en dépression, où t'es malade, et même si possible, avant ces signaux-là, avec plus des signaux faibles, t'arrives à dire, je crois qu'il y a un truc qui cloche. Bah, moi, ça a été direct d'aller, chaque semaine, je me disais, je vais essayer de rencontrer quelqu'un qui fait un job, je sais pas, j'ai rencontré un psychologue en entreprise, un auteur de BD, parce qu'au début, je voulais bosser dans l'édition, des coachs, juste ouvrir son champ de vision, parce qu'en fait, il y a plein de métiers, encore plus maintenant, qui émergent tous les jours, qu'on connaît pas. Il y a tellement de choses qui sont possibles. Et après, c'est passer à l'action, quoi. C'est tester un maximum de trucs. Moi, mon premier bouquin sur les écoles de prépa, les méthodes de travail, enfin, j'aurais jamais pensé que ça aurait un impact sur ma carrière. C'était plus un projet passion et j'avais trop envie de le faire et voilà. Mais en fait, c'est parce que j'ai fait ce premier bouquin que j'ai eu envie et je savais que j'étais capable de faire le deuxième. Que du coup, après, j'ai basculé sur YouTube, que maintenant, je suis sur des podcasts et que, ouais, c'était pas planifié, quoi. Bon, j'aime pas trop Steve Jobs, mais pour la peine, quand il dit que lui, il a eu un parcours un peu chaotique et que c'est que a posteriori que tu connectes les points, bah ouais, je pense que c'est un peu ça. Et dans mon cas, un dernier truc, c'est clairement d'avoir eu la chance de pouvoir faire 2 ans de césure. En école de commerce, il y a 80% des gens qui font 1 année de césure. Donc c'est trop bien pour faire un double diplôme, voyager, plus d'expérience
professionnelle, etc. Moi, j'étais tellement flippé d'arriver sur le marché du travail dans un secteur qui me plaise pas parce que j'arrivais pas à en trouver, que j'étais là, bon, il faut absolument que pendant ma césure, je trouve au moins un début d'idée d'un truc qui peut commencer ma carrière, quoi. Parce qu'en général, ton stage de fin d'études, c'est ton stage de pré-embauche. Et du coup, effectivement, j'ai fait ce stage en audit, où c'était sûrement la pire période de ma vie. En plus, je me suis fait larguer au même moment par mon premier amour, donc vraiment, j'étais pas bien. Et derrière, j'ai eu la chance de bosser chez Spark News, où là, j'étais là, ah ouais, en fait, il y a tout un écosystème de solutions innovantes qui existent et que je connais pas du tout, quoi. Alors maintenant, il faut savoir comment je veux trouver ma place là-dedans, parce que la microfinance et le microcrédit, c'est trop bien, mais en fait, j'ai quand même pas envie, ça reste de la finance toute la journée, même si c'est pour aider des personnes à sortir de l'extrême pauvreté. Bah, au quotidien, ça reste des tableaux Excel et bah, moi, c'est pas vraiment ce qui me fait kiffer, quoi. Et du coup, d'avoir une deuxième année de césure où du coup, là, j'ai pu travailler chez Ashoka dont je parlais, le réseau d'entrepreneurs sociaux. C'est ça aussi qui a fait que j'ai eu le temps de mûrir mon projet de bouquin. Et voilà, donc c'est clairement un privilège d'avoir ce temps-là. Mais du coup, c'est aussi savoir saisir chaque opportunité que tu as ou dire fuck à tes parents si tu as besoin de prendre 6 mois off ou une année off pour faire tes propres projets. Ou dès que tu as une opportunité à l'école de faire une interview, un mémoire, écrire un article dans le journal, une conférence dans ta fac ou quoi que ce soit, de tout utiliser pour comme prétexte pour le ramener à des trucs qui t'intéressent et explorer je sais pas si ça se dit, explorer ta curiosité, mais voilà. C'est des réponses super longues, désolé. C'est une réponse super longue, mais c'est intéressant de voir ta construction de pensée parce que je pense que ça peut faire peur à beaucoup de gens de se dire, oh là, il faut, bon, moi en école, j'ai 1 an de césure. Toi, tu as dit, bon, j'ai besoin de 2 pour prendre le temps de réfléchir et de vraiment trouver moi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, ben, ils s'accordent plus ce temps. Tu as parlé d'un mot, c'est apprendre à se connaître. Aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression qu'ils se connaissent plus ou du moins, ils essaient d'être quelqu'un qui ne sont pas. Ouais. Toi, comment tu as réussi justement, tu as parlé de signaux faibles tout à l'heure pour justement, tu as eu ta déprime parce que tu te rendais compte que ça te rendait pas heureux. Donc, tu as cette capacité à t'écouter. Comment on apprend à se connaître et à s'écouter? Oh là là. C'est vrai que c'était pas les questions que j'avais écrites, hein, mais non. Mais c'est les sujets qu'on parle maintenant et je trouve que c'est intéressant d'inspirer des gens comme ça. bah, c'est dur de répondre sans hypocrisie, genre ouais, vous pouvez y arriver parce que je pense que c'est quand même assez naturel chez moi, au moins en partie. Mais ça n'empêche pas que j'y consacre énormément de temps et d'énergie. Donc ça peut être, j'adore avoir des conversations hyper profondes avec des amis ou des gens de ma famille ou même des inconnus en soirée ou quoi. Ça peut être de s'intéresser à fond au développement personnel. J'ai fait beaucoup de formations en développement personnel. Ça peut être d'écrire. J'adore écrire. Donc voilà, avoir un journal intime ou pas. Ça peut être juste écrire des bribes de choses à droite à gauche dans une application de notes ou quoi pour les mecs que ça pourrait faire flipper, le côté un peu girly quoi. Mais j'adore écrire, donc c'est clair que ça aide clairement à avoir ce côté réflexion, miroir plutôt. Et comment apprendre à se connaître? Après, moi, je suis gaga de ce que j'appelle des expériences transformatives. Donc, ça peut être autant des festivals comme Burning Man ou le Nowhere en Espagne, qui est un mini Burning Man où vraiment c'est un espace où tout est possible pendant une semaine. Tu peux te déguiser, tu peux être qui tu veux, tu peux faire des choses que tu n'aurais jamais osé faire ailleurs, où l'art a un rôle très important, où en fait il n'y a pas de limite et du coup tu es face à tes propres limites et à tes propres clichés. Enfin ouais, c'est hyper puissant. Ça peut être à quoi je pensais tout à l'heure, Ticket for Change que j'ai eu la chance de faire, qui est un autre projet. C'est une espèce d'école pour acteurs du changement où moi je l'ai fait la 2e édition, donc juste au moment où je venais d'écrire le livre et j'allais être diplômé, j'étais là, en fait je crois que j'ai envie d'essayer de vivre de mon projet, même si vivre de ces bouquins c'est peut-être un peu atypique. Et du coup là on était une 50aine à être embarqués pendant 6 mois c'est comme un incubateur de start-up social on va dire, avec notamment un tour de France pendant 10 jours à la rencontre d'acteurs du changement, que ce soit des connus comme Pierre Rabhi ou d'autres beaucoup moins. Et ouais, c'était une expérience ultra forte.
mais ça peut être une retraite en silence, ça peut être voyager tout seul, ça peut être, je sais pas, plein d'expériences transformatives en fait qui se cachent un peu à droite à gauche et moi j'adore plonger la tête dedans dans ce genre de truc. Il y a MKP aussi. MKP c'est plus sur le masculin. Il y a l'équivalent qui existe pour les femmes, par exemple Femmes Sacrées, comme je sais que tu as plutôt une audience de femmes, moi aussi d'ailleurs, pour interroger qu'est-ce que c'est être un homme ou qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui. Et c'est en tout cas pour MKP, c'est un week-end de rite de passage à l'âge adulte, de rite de passage initiatique inspiré de plein de traditions, notamment amérindiennes. Et c'est hyper puissant pour se reconnecter à son masculin. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme aujourd'hui par rapport à ce qu'on nous vend dans les médias ou dans notre inconscient collectif. Et pareil pour les femmes, c'est quoi la place qu'on veut avoir en tant que femme dans la société, la place aussi de la sororité ou de la fraternité pour les mecs, l'intergénérationnel, enfin ton rapport au corps, enfin au sexe évidemment, enfin c'est donc tout ce genre de trucs où je sais que je sais pas, tu pars une semaine en immersion avec des gens et que tu vas pleurer, tu vas rire, tu vas justement être remis en question de A à Z et en ressortir grandi même si t'en as chié. Ça j'adore. Les expériences. Mais on va revenir sur les expériences à travers tes projets, notamment ta chaîne YouTube. Et avant, là, tu as évoqué un sujet qui est intéressant, c'est t'es sorti d'école et tu as eu le projet fou d'essayer de vivre avec tes livres. Comment on sort d'école et se dire, bon, voilà, j'ai écrit 2 bouquins, je vais essayer de vivre de ça, parce qu'aujourd'hui, si je comprends bien, tu vis des contenus que tu crées à travers soit du podcast, soit des livres, Ouais. ou soit de la vidéo. Comment on arrive à vivre de ça en sortant d'école, sachant que toi, je suppose que tu avais des propositions très intéressantes et confortables, comme dans l'audit, la finance que tu citais. Comment on se lance là-dedans et on réussit à vivre de ça? Non, ils m'ont pas couru après l'audit. Je pense qu'ils avaient compris quand même que même si je faisais bien mon boulot, j'étais pas pour toi. j'étais pas à ma place. Et heureusement, comme ça, moi, j'ai pas eu cette tentation, même si je pense qu'à ce stade-là, il y avait plus trop de doutes. Attends, il y avait 2 questions du coup. C'était quoi? Comment j'en vis et l'autre c'était? Comment on se dit qu'on va vivre de ces livres et comment on y arrive aussi? D'abord, je me suis pas dit que j'allais en vivre en fait. D'abord, je me suis dit putain, ce bouquin Changer le monde en 2 heures, j'ai trop envie de l'écrire. J'adore écrire, c'est un truc qui me passionne vraiment. J'ai envie d'aller rencontrer des projets, j'ai envie que ça puisse aider des gens. Et ouais, de connecter le grand public avec ces micro-engagements et ces projets qui sont hyper cool, mais qui sont minuscules par rapport aux problèmes auxquels ils s'attaquent. Et donc, ils ont besoin d'être adoptés massivement pour que, il y ait une bascule et que vraiment, le problème auquel ils s'attaquent soit un peu plus résolu, quoi. Donc c'est plutôt ça, le premier truc. C'est d'abord faire ce que tu as envie de faire. Et il y a des réponses que tu peux pas avoir avant d'avoir fait les choses, quoi. Et du coup, moi, j'étais là, c'est trop bien. Et c'est en le faisant où j'ai fait un crowdfunding, une campagne de financement participatif où j'étais là, mais en fait, je sais plus, on a quand même collecté, je crois, 6 500 €. Il y a 250 personnes qui ont précommandé 800 exemplaires du livre. J'étais là, ah oui, quand même. Enfin, à l'époque, moi, j'avais jamais vraiment gagné ma vie, quoi, à part en stage. Bon, et les stages dans l'économie sociale et solidaire, ça paye pas grand-chose. En audit, un peu plus, clairement. Et donc, pour moi, c'était une grosse somme. Et puis, je suis minimaliste, donc je pense pas énormément. Et j'étais là, en fait, faut préciser que mes bouquins sont auto-édités. Donc, je me suis même pas posé la question, en fait, d'aller voir une maison d'édition. Je sais pas, j'étais là, juste, je savais que l'auto-édition, ça existait. Voilà, comme ça, t'as pas de barrière, t'as personne qui te freine, juste, tu l'imprimes et puis voilà, quoi. On voit ce qui se passe. Donc, c'est plus en le faisant que j'étais là. Après la partie écriture, en fait, on se dit souvent écrire un livre, c'est bon, t'écris le point final, c'est fini. Pas tout à fait, tu vois, parce que derrière, il faut le faire connaître, faut faire des médias, dans mon cas, en plus, l'auto-édition, faut gérer les relations avec l'imprimeur, engager un graphiste, gérer les stocks, aller démarcher des librairies, des médias, etc., des entreprises. Et en fait, je kiffais trop ça. J'avais accompagné chez Ashoka, justement, plein d'entrepreneurs sociaux, mais donc j'avais réalisé que c'était des gens normaux, en fait. Mais je m'étais pas du tout dit, ouais, moi j'ai trop envie d'être entrepreneur, parce que dans ma tête, un entrepreneur, c'était soit un commercial, soit un codeur, quoi, un geek. Et je suis clairement ni l'un ni l'autre. Et t'étais quand même entrepreneur, parce que tu es
entreprenais, la vente de ton livre et la Bah création oui, de ton livre. bah ouais. Mais du coup, il faut aussi déconstruire, c'est quoi, tu vois, entreprendre, c'est pas forcément avoir une start-up qui fait de 0 à 1 milliard. Et oui, effectivement. Hum, et du coup, bah, c'était super enfin, je crois que, ouais, c'était une des périodes où j'étais le plus heureux de ma vie parce que je découvrais plein de facettes de moi que je connaissais pas. Bah, j'étais encore plus acteur de ma vie et ça, je pense que c'est un truc qui rend les gens super heureux et moi, c'est un peu mon verbe et en tout cas, moi, ça me rend super heureux bah, l'empowerment et de te rendre compte que tu peux changer des choses, tu peux être acteur de ta vie et en l'occurrence, bah, là, créer mon propre job, c'était genre, je sais pas où on va, mais c'est trop excitant pour prendre le risque de regretter de pas le faire. Je pense que c'est plus ça. Parce que Ashoka m'a proposé d'aller bosser chez eux. Et franchement, tu m'aurais dit 1 an avant, bosser pour Ashoka, ça aurait été le job de mes rêves, quoi. Mais là, j'étais tellement au bon endroit et il se passait des trucs de fou. Il y avait des gens qui me racontaient comment, j'en sais rien, ils avaient fait du mécénat de compétences après avoir lu mon bouquin et du coup, ils avaient levé 10 000 € pour une association ou d'autres j'en sais rien, qui avaient fait passer leur entreprise à l'arrondi sur salaire et donc qui collectaient comme ça avec des micro-dons des milliers d'euros pour une association aussi ou plein d'autres choses ou même plus émotionnelles où les gens ils se rendaient compte que bah, peut-être que mes études j'en sais rien, j'ai n'importe quoi en finance, peut-être qu'en fait c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire. Enfin je sais pas, tous les jours il se passait des trucs improbables et je suis bah ouais, moi j'ai trop envie d'avoir une vie où tous les jours tu ouvres tes mails, tu sais pas ce qui se passe et alors c'est peut-être pas très stable en tout cas au début, mais je savais que si je me rangeais même si c'était un job atypique dans une ONG comme Ashoka, bah ça allait être beaucoup plus plan-plan et avec tout le respect que j'ai pour ça, enfin franchement si vous avez ça se transforme en pub pour Ashoka ce podcast, mais vraiment j'admire énormément leur travail et c'est une des 10 ONG les plus influentes au monde alors que dans certains classements alors que personne les connaît. Je me suis encore perdu dans mes propres pensées, tu vois, comme quoi on a beau créer du contenu, être podcasteur et youtubeur, je suis pas très bon en interview. Mais... Non, mais c'est plutôt, t'as bien répondu à la question et Oui, si, résumé tous les. pardon, excuse-moi, ouais, c'était mais... la peur de la crise de la quarantaine. Genre vraiment, mais ça c'était bien avant d'écrire le bouquin en quoi, pour moi c'était hors de question de me réveiller à 40 ans et de me dire mais merde, qu'est-ce que j'ai fait pendant les 20 dernières années de ma vie, enfin, et d'avoir entendu des gens raconter ça et je dis, mais mec, enfin, comment tu peux faire pour te rendre compte que pendant 20 ans tu fais un truc qui te rend pas heureux, enfin, genre, et ça tu vois, j'ai des frissons là, en imaginant ça. Et après j'étais là, mais en fait c'est pas à 40 ans la question, c'est déjà tu fais une crise de la 25e déjà maintenant, donc on va pas passer 15 ans comme ça en fait, c'est pas possible. Donc c'était vraiment une nécessité de faire autre chose, quoi. Mais est-ce que ces questions qu'on se pose, parce que je pense que je me les pose aussi, c'est pas un problème de riches bobos en fait? Parce que c'est des gens qui ont cette capacité, qui ont fait des études et qui peuvent se remettre en question et on saura s'adapter dans toute situation. Je pose une question ouverte, hein. Je n'ai pas la réponse, mais je me pose la question, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas privilégié et qu'on peut se poser ce genre de questions? Oui et non. Mais oui, clairement, en tout cas, clairement, tu vois, dans les entrepreneurs sociaux ou quoi, les riches bobos sont surreprésentés. Euh, Après, c'est plus pour moi lié au fait que, bah, typiquement, quelqu'un qui a un parcours plus, bon, je sais pas comment on peut appeler ça, quoi, mais plus classique, qui va pas forcément être dans entre guillemets les meilleurs élèves, faire des prépas, etc. Bah, on va pas forcément lui dire qu'en fait, il pourrait faire plein d'autres métiers. La structure sur les conseillers d'orientation en France, c'est genre catastrophique. Et donc, tu as tout un capital culturel. Bah forcément, si tes parents ils connaissent plein de gens qui font plein de métiers, bah ils peuvent te rencarder avec eux, tu discutes 1 heure avec eux, et t'es là, ah oui, non, en fait, avocat, ça m'intéresse pas parce que, en fait, c'est beaucoup de paperasse. Ok, bon, bah next. Ou juste de savoir qu'il y a plein d'élèves brillants euh, dans des lycées ZEP ou autres qui savent même pas que les classes prépa existent, quoi. T'es là, mais enfin, c'est pas possible. Donc, donc c'est plus qu'il y a plus d'outils à la disposition des jeunes privilégiés, ouais, ça c'est clair. Après, je pense pas que ce soit que un truc de bobo, parce que clairement, t'as plein d'entrepreneurs sociaux hyper badass qui viennent des quartiers ou de familles ouvrières ou d'employés, etc.
Donc ça, c'est trop cool. Et au contraire, justement, souvent, ils ont plus de résilience, plus de niaque, plus d'ADN entrepreneurial. Donc c'est une vraie question, mais je pense que il y a peut-être, de ce que j'observe, bon là du coup c'est peut-être touchy, je sais pas trop, mais moi j'ai jamais grandi dans le manque, voilà, mes parents gagnent bien leur vie, donc forcément si j'avais été en galère financière, ou en tout cas les potes que j'ai qui sont en galère financière, bah forcément tu grandis avec ce manque d'argent. Je comprends très bien que du coup tu te dises bah quand je vais être grand, je veux mettre ma famille bien et je veux être plus riche que mes parents pour comme on dit, mettre la daronne à l'abri, quoi. Donc bien sûr que c'est complètement compréhensible de vouloir gagner de l'argent et du coup bah ta priorité c'est pas forcément avoir un impact social ou environnemental, quoi. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a quelques jours, j'étais avec des amis qui étaient un peu dans cette situation où ils arrivent à des âges où ils gagnent beaucoup d'argent et la première chose qu'il m'a dit c'est je vais acheter un 4x4 à ma mère et moi j'étais déjà il me dit un 4x4, j'étais là bah non, tu achètes pas un 4x4 pour tout seul, ça pollue énormément et je me suis dit je suis complètement dans un autre monde et moi ça me viendrait jamais à l'esprit de voilà d'acheter une voiture ou mais t'as probablement une bonne analyse, c'est mettre à l'abri des siens et aujourd'hui mettre à l'abri c'est financier et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce genre de réflexion et Ouais, c'est après un c'est peu plus comment est-ce que on organise la société plutôt que de dire ah, toi t'as fait ça bien, toi t'as fait ça mal. C'est aussi à la société et aux infrastructures, au gouvernement et aux entreprises de comment est-ce qu'on se réorganise pour que bah potentiellement soit bah ouais l'économie soit plus alignée avec un bien-être global, que ce soit environnemental ou sociétal, et qu'on puisse bien gagner notre vie et avoir un impact positif, quoi. C'est pas normal que les profs, les éboueurs et les infirmières soient les moins bien payés, alors que ils apportent beaucoup plus de valeur à la société que plein d'autres bullshit jobs, quoi. On va revenir sur tes projets parce qu'il y en a Ouais. plein. On On est a un pas peu dévié. parti dans tous les sens. Je n'avais même pas écrit ces questions avant, mais c'était super intéressant. C'est une très bonne discussion. Bon, t'as écrit ton livre et ensuite, bon, je sais même pas par où t'as commencé. Il y a tellement, j'ai eu du mal à construire un peu C'est ton genre projet de vie et ça c'est allait toi dans qui tous les m'aides à sens. me rendre compte que ma vie est chaotique, alors que j'ai pas l'impression. Ouais. Elle est pas chaotique, t'es heureux, épanoui, donc il y a rien de chaotique. Elle part dans tous les sens. Donc t'as écrit ces livres et si je comprends, après t'as aussi créé une chaîne YouTube. Ouais. On parlera un peu du podcast aussi. Dans cette chaîne YouTube, tu as expérimenté plein de choses. Et ça nous permet de rebondir un petit peu sur ce que tu disais auparavant. Hein. C'est comment apprendre à se connaître via l'expérience. Et j'ai l'impression que cette chaîne YouTube, ça a permis de faire grandir, d'apprendre des autres, hein, parce que c'est ce que tu dis, tu t'intéresses à travers le parcours des autres. Ouais. C'est quoi cette chaîne YouTube? Est-ce que tu peux nous l'expliquer, nous la résumer? Mais je pense que c'est impossible. Je vais tenter. C'est bon, je connais quand même un peu. Bah, en gros, au début, je me suis dit, ah, en fait, il y a des gens qui achètent les bouquins, donc je vais écrire un bouquin par an, et ça a duré 3 ans. Donc, il y a un tome 1, tome 2, tome 3 de Changer le monde en 2 heures. Et c'était trop cool. Et au bout d'un moment, entre le tome 2 et le tome 3, j'ai rencontré des youtubeurs. Et avant ça, j'avais moi-même commencé à regarder, enfin, genre, je découvrais que c'était le deuxième site le plus consulté au monde. Voilà, donc j'étais trop à la ramasse. Je croyais que c'était un truc que pour ados encore, et qu'il y avait que des chats. Enfin, voilà, ok. Non, papa et maman, maintenant, on regarde YouTube. Hein. Bah oui, oui, complètement. Et bon, je te dis ça, c'était il y a 6 ans, hein, donc c'était pas, enfin, même pas, il y a 4 ans peut-être. Et, et du coup, je rencontre des youtubeurs trop cool, comme un peu par hasard, à une soirée avec Osons Causer, Raj, d'Autodisciple, La Maison, le Corps et l'Esprit, Laetitia. Et j'étais là, mais en fait, c'est des gens normaux, quoi. Enfin, genre, c'était des gens trop sympas, mais enfin, je me disais, je me voyais, hein, je m'identifiais, quoi. Je me disais, c'est là que j'ai percuté, en fait, que créer du contenu, c'était ça le lien, en fait. Que écrire un bouquin, faire un podcast ou une chaîne YouTube, en fait, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est créer du contenu et t'as un message que tu as envie de faire passer ou quelqu'un avec qui tu as envie d'interviewer et de passer son histoire. Et du coup, c'est juste la même chose dans un autre format, quoi. Et, et surtout, du coup, ouais, effectivement, ça me permettait de sortir du format assez structuré de guide pratique pour les bouquins et effectivement, comme tu l'as dit, d'expérimenter 1000 trucs, de sortir de l'isolement aussi,
de l'auteur et de l'écrivain. Et du coup, d'avoir du feedback, ça, c'est tellement bien. Tu es un peu moins sur le podcast, mais sur le YouTube, c'est trop kiffant d'avoir des gens, 5 minutes après que la vidéo elle est sortie, voilà, t'as des pouces bleus ou des pouces rouges, t'as des commentaires, des gens qui proposent d'autres idées, et ouais, le truc est vivant et tu vois que ça plaît aux gens, ou si t'as dit des conneries, ou si ça touche les gens aussi, quoi. Et donc, ouais, j'ai fait beaucoup d'interviews au début, et maintenant je suis revenu à ça, un peu comme toi, parce que moi, j'adore ça. Et puis c'est un peu chiant je trouve, de raconter des trucs qu'on sait déjà. J'ai envie de grandir et d'apprendre d'autres trucs. Et je sais pas, ouais, après c'était en fonction des sujets, donc ça peut être autant au début effectivement sur comment trouver un job qui a du sens, une playlist là-dessus, que sur le minimalisme, c'est mes vidéos qui effectivement cartonnent le plus. J'en sais rien, j'ai fait un rap, un rap du coton-tige qui a beaucoup fait rire. Euh, voilà, je teste plein de trucs, mais aujourd'hui, ouais, c'est vraiment mon émission d'1 heure avec des militants badass que j'adore, quoi. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que à chaque fois que tu as un militant badass, tu arrives à avoir les gens les plus reconnus dans leur spécialité. Tu as une personne qu'on a déjà eue dans cette émission, Camille Etienne, mais quand elle était il y a longtemps. Ouais, et qui est sorti hier, qui est super intéressant. Il y a eu Pablo Servigne qui est, on va dire, la référence sur toutes les thématiques de collapsologie et effondrement. Comment tu arrives à voir tous ces gens qui sont un peu les têtes pensantes de leur sujet? C'est marrant que tu me dises ça parce que moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de VIP sur mon sur mon podcast ou ma chaîne YouTube. Franchement, des fois je comprends pas. Genre quand Pablo a dit oui, j'étais là. Quoi? T'es sûr? Pourquoi tu veux venir sur mon podcast en fait? Et en fait, c'était trop drôle. Il m'a dit qu'il avait vu. Alors j'ai résumé tous ses bouquins sur ma chaîne parce que ça m'a beaucoup. J'ai fait une autre dépression par rapport à l'effondrement il y a 1 ou 2 ans. Mais en fait, c'est ma vidéo sur le minimalisme, sur comment apprendre à dire non, j'ai beaucoup moins dû tomber dessus, mais qui l'avait marqué. Parce que je pense que c'est un bisounours très gentil, en plus sursollicité, victime de son succès. Et du coup, forcément, c'est difficile de dire non. Et donc là, en l'occurrence, c'était comme ça. Je sais pas s'il avait déjà vu mes autres vidéos avec lui sur ses bouquins avant. Sinon, ça a été très progressif en fait. J'ai d'abord commencé plutôt par d'autres youtubeurs engagés, et donc il y en a que j'avais croisés à des événements où j'aime pas forcer la main. En tout cas, j'aimais pas forcer la main. Au début, j'y allais plutôt de proche en proche, quoi. J'étais là, c'est pas parce que je rencontre un youtubeur un peu plus connu que je vais forcément lui demander tout de suite, quoi. Je préférais sympathiser et voilà, m'intéresser vraiment à lui, et si un jour j'ose lui proposer un truc, ok, quoi, mais j'ai pas envie de donner l'impression que je t'ai contacté juste pour avoir mon interview, alors que c'est pas le cas, quoi. Donc c'est beaucoup de rencontres d'acteurs du changement où du coup tu te retrouves avec des gens que t'admires et t'es là. Et puis de fil en aiguille, je pense qu'un des premiers c'était Nicolas Mérieux, qui a un peu arrêté sa chaîne YouTube avec La Barbe, et qui est un humoriste, et si vous voulez aller checker, c'est trop drôle. Maintenant il est plus sur Insta à faire ses stories potager, mais voilà. Qui m'a dit vas-y, je suis chaud, on fait une interview, et donc au début j'ai plus interviewé plein d'autres youtubeurs engagés, et puis maintenant j'ai plus envie maintenant que surtout je suis beaucoup plus sur le podcast que sur YouTube, même si c'est pas vraiment officiel. Et dans ma tête je viens de faire un shift. De montrer d'autres gens qui sont déjà passés par là. Si j'en sais rien, j'ai écrit à Jean Covici, si je lui dis il y a Cyril Dion, pas Cyril Dion, pardon, il y a Pablo Servigne et je sais pas, et Camille Etienne qui sont déjà passés sur le podcast, il est plus partant, quoi. Si le premier épisode c'est sur la charge mentale, mesdames, c'est une masterclass sur la charge mentale que je vous recommande vraiment, et messieurs aussi, presque encore plus que mesdames. J'étais allé à la séance de lancement du livre de Colline, qui est Le Compte Ta Pensée A, qui parle de charge mentale. Et du coup, j'en ai parlé à la fin, et donc ouais, je pense que aussi le fait d'avoir un historique où les gens ils voient que t'as déjà écrit 3 bouquins, que t'as fait plein de vidéos, que t'es sérieux, quoi. C'est pas un petit projet qui vient de se lancer depuis 2 mois, ce qui est très cool aussi, mais forcément ça
ça joue plus en ta faveur. Et après, je sais pas, c'est des petits trucs un peu bêtes de voir avec qui est-ce que cette personne est pote et du coup tu lui dis ah bah tiens j'ai déjà interviewé telle personne que tu connais bien ou Faut juste, en fait, faut créer et oser derrière. C'est pour résumer la situation. Plus tu crées, plus ça crée des opportunités. Et après, tu peux oser parce que tu as des gens qui sont passés dans ton émission. ouais, je pense pas avoir réfléchir vraiment à comment tu vas le présenter, que ce soit personnalisé pour la personne quoi. Donc typiquement si elle est pile en train de sortir un bouquin, elle aura plus de chances de te dire oui quoi que si elle est en train de l'écrire, là elle est juste en mode non laisse-moi tranquille. Euh, Ce Après qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours tenter, en fait, parce que les gens, ils vont avoir des barrières mentales à chaque fois. Il faut juste essayer et un peu personnaliser. ouais, Arriver au laisse ton bon. ego de côté et accepter que tu vas peut-être écrire à 30 personnes, mais s'il y en a une sur les 30 qui te dit oui, c'est trop cool. Alors que si t'en écris à 3 et qu'elles te disent non et t'es détruit, du coup, t'auras jamais personne. Et pas prendre les noms personnellement, quoi. C'est pas parce que quelqu'un te dit non, peut-être qu'il aime pas ce que tu fais, mais peut-être que juste il a pas le temps, il vient d'avoir un enfant, il est en train d'écrire un livre, juste il a pas vu ton mail parce qu'il reçoit 50 mails par jour, quoi. Enfin, faut laisser nos égos un peu de côté, quoi. C'est bien résumé. Tenter et laisser son ego de côté et pas le prendre mal. J'aimerais parler d'un sujet qu'on n'a pas trop abordé dans ce podcast et justement c'était ta porte d'entrée avec Pablo Servigne, c'est le minimaliste. Tu as fait une série de vidéos là-dessus, on a beaucoup parlé de zéro déchet dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept et qu'est-ce que tu en as ressorti après ces nombreuses années où tu fais du minimalisme? Ouais. Alors, je pense qu'on a une mauvaise conception de minimalisme. Pour la plupart des gens, ça va être faire le tri dans ses affaires et notamment ses fringues. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette définition du minimalisme. Pour moi, le minimalisme, c'est identifier ce qui est essentiel dans ta vie et faire tapis là-dessus. C'est quoi les 80% de bullshit, de superflu dans ta vie et c'est quoi les 20% de trucs essentiels qui t'apportent vraiment de la joie et qui te rendent heureux. Et comment tu fais pour que ces 20% ça devienne des 80% et qu'il n'y ait plus que 20% de bullshit parce que c'est dur de réduire plus. Donc c'est vraiment apprendre à dire non, du coup, pour la peine. Donc c'était ça la vidéo qui a parlé à Pablo. Et du coup aussi apprendre à dire oui à ce qui te parle, quoi. Donc du coup, le point de départ qui est assez facile, c'est de faire le tri dans ses affaires. Mais derrière, c'est trop cool parce que tu apprends aussi à faire le tri dans tes idées. Quelle information tu consommes, quels médias, quels newsletters, quels réseaux sociaux. Faire le tri dans tes relations. Est-ce qu'il y a des relations toxiques? Est-ce que avec tes collègues, ça pourrait se passer différemment? Faire le tri dans ton alimentation. Est-ce que ton alimentation, elle te fait du bien, elle te rend heureux, elle est alignée avec tes valeurs, avec ton job, avec tes clients? Est-ce que tu as vraiment envie de bosser avec ce client-là ou est-ce qu'en fait tu peux lui dire fuck et attirer des clients qui te parlent plus? Et donc ouais, c'est faire des choix plus conscients. Je pense que justement moi dans mon leitmotiv, il y a beaucoup le fait de devenir acteur. Et justement, je me suis rendu compte que jusqu'à 22 ans, je crois, le jour où j'ai décidé de faire une deuxième année de césure, j'ai réalisé que jusque-là, j'avais jamais fait de choix conscients. Que tous mes choix, c'était un peu en mode automatique de bon vas-y, je fais un bac ES parce que j'ai pas envie de faire un bac scientifique comme mes parents. Je fais une prépa parce que je suis bon élève ou je sors avec cette fille parce qu'elle me plaît, mais enfin plein de trucs où je me laissais porter. Et là, c'était la première fois où j'étais là, mais en fait, mon vrai besoin là, c'est de faire une deuxième année de césure parce que je sais pas où je vais, je suis clairement paumé, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de temps. Et donc pour moi, le minimaliste, c'est ça. Est-ce que quand t'achètes, j'en sais rien moi, cette mangue qui vient de l'autre bout du monde, t'es conscient qu'elle vient de l'autre bout du monde et que c'est pas ouf pour la planète. Euh, Après, tu décides de l'acheter ou pas, peu importe, c'est pas la question, mais au moins tu fais ce choix consciemment. Est-ce que quand tu prends ce job-là parce que ça paye bien et pas parce que ça te rend heureux, tu le fais consciemment en te rendant compte du prix que tu payes, quoi. Et pareil pour tout le reste, quoi. C'est c'est un peu tout le truc autour d'être dans le moment présent, mais ouais, reprendre le pouvoir sur nos choix. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens, je vais me faire un peu l'avocat du diable, comme dans Thinkerview, j'ai plein de gens qui
j'ai l'impression qu'ils sont heureux en achetant les derniers fringues de la collection de telle marque, et j'ai l'impression que ça les rend heureux, ça. Je suis pas sûr. C'est possible. Clairement, c'est possible. Enfin, mais pour moi, c'est très différent si tu le fais parce que, je sais pas, t'es passionné de mode et que, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose dans l'esthétisme ou t'as envie d'appartenir à ton groupe d'ados collégiens ou à la fac et tout le monde s'habille comme ça, alors t'as envie de rentrer dans le groupe et voilà, ou d'exprimer qui t'es à travers tes fringues. Enfin, là, je comprends carrément. Je pense que sinon, ça t'apporte de la joie, mais très, enfin, c'est plutôt du plaisir que de la joie pour moi, très temporaire en fait. Et combien de fois, moi j'ai acheté un truc et j'étais trop content pendant 1 heure ou 24 heures et juste après, t'es là, mais en fait, tu crois que ça va combler tes insécurités et qu'en fait, non, enfin, ça résout pas tes problèmes personnels et ton anxiété et je sais pas quel squelette t'as affronté. Voilà, c'est différent pour tout le monde, mais donc je pense que justement le fait de s'observer davantage et de se dire, attends, l'histoire que je me raconte, c'est que quand j'achète, bon, par exemple, j'adore les bonbons, ça peut être les bonbons ou le chocolat. Quand j'achète les chocolats, je suis heureux. Quand je mange les chocolats, je suis heureux. Bah, en fait, de m'observer, après, je suis, mais en fait, à chaque fois, je me rends malade, et à chaque fois, j'ai mal au ventre pendant des heures. Donc, est-ce que vraiment ça valait le coup de bouffer autant de chocolat? Bah, non, je suis pas sûr, quoi. Donc, des fois, c'est aussi vraiment questionner nos croyances, quoi. Effectivement, le truc que tu te racontes automatiquement de si j'achète cette fringue, par exemple, ou cette voiture, ou cette montre, ça me rendra heureux. Peut-être que c'est le cas, hein. Et bah, tant mieux pour toi, fais ça si ça te rend heureux. Mais souvent, c'est juste un. En même temps, il y a des milliards de pubs qui sont dépensés contre nous pour nous faire croire que si t'achètes ce déo Axe, tu vas attirer toutes les meufs. Bah non, en fait, dans la vie, ça marche pas vraiment comme ça, quoi. Tu distingues deux choses intéressantes, c'est le plaisir et le bonheur. Et on a souvent tendance à un peu les mélanger. Même moi, je l'ai fait dans ma question. C'est mélanger ces deux notions-là. Ouais, et même bonheur, je trouve que c'est j'allais dire un gros mot, pas dans le sens gros mot, mais dans le sens un mot, voilà, tout de suite, ça, c'est pesant, c'est lourd, etc. Et du coup, je préfère parler de joie, un peu comme Marie Kondo, mais voilà, un truc qui, enfin, là, tu vois, quand tu me parles de certains sujets, tout de suite, là, ah là là, là, je suis une pipelette et je peux parler pendant 10 minutes parce que c'est des trucs qui me font kiffer et ouais, qui me donnent envie de rayonner. Alors que si tu me parlais, je sais pas, justement, de voiture, vraiment, je suis un peu total, quoi. Donc, pour moi, ouais, c'est plus soit parler de joie, parce que c'est un sentiment qui est plus facile à identifier pour la plupart des gens, et on met moins d'enjeux dessus. Euh, du coup, de dire, ah ouais, mais en fait, quand je suis avec cette personne, je me sens super bien, ou, ah ouais, en fait, souvent, quand je lis un livre, après, bah, je sais pas, je m'endors facilement, je me sens bien, alors que quand j'ai passé 2 heures sur Facebook, après, bah, je me sens mal. Ou peut-être que quand tu passes du temps sur Facebook, en fait, tu te sens trop bien parce que tu as vu des vidéos de chiens qui sont adoptés. Moi, j'adore, je sais plus comment ça s'appelle, The Dodo, là, ça compte Facebook qui fait plein d'histoires comme ça, qui te redonne un peu foi en l'humanité. Et du coup, ouais, pour moi, le bonheur, c'est, j'avais eu cette définition en prépa, c'est le fait d'éprouver de la joie de manière répétée à intervalles réguliers, quoi. C'est pas, tu vas pas être heureux à 24, mais tu vas peut-être éprouver de la joie, je sais pas, 20 fois dans la journée plutôt que 2, quoi. J'ai une question qui me vient à l'esprit, après on va rentrer dans les dernières questions. Mais comment, moi j'ai l'impression de parfois de pas être tolérant vis-à-vis des gens qui ont justement des joies, j'ai l'impression en achetant, en consommant. Comment on arrive à être tolérant avec des personnes qui ont justement des joies dans cette consommation effrénée qui est en train de détruire notre planète? Moi j'ai vraiment, c'est un sujet en ce moment. Ouais, j'ai mes amis, je me dis: «Punaise, mais c'est pas possible d'être, heureux, en allant, 1 semaine au Mexique, en regardant ton empreinte carbone». Et j'ai l'impression que, eux, c'est comme ça, c'est qu'ils éprouvent de la joie ou du bonheur ou du plaisir, je sais pas. Comment on arrive à être tolérant là-dessus? Parce que moi, j'ai souvent du mal, et j'ai l'impression qu'en plus de ça, après les écolos, on nous dit: «Bah, de toute façon, vous êtes des vieux cons, vous voulez tout interdire», c'est toujours un peu touchy ce sujet. Bah, c'est là que pour moi le développement personnel aide beaucoup parce qu'en général quand il y a quelque chose qui t'énerve chez quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose chez toi que t'acceptes pas pleinement. Donc dans ce cas-là, ça peut être 1000 trucs, j'en sais rien.
Mais, mais donc, ouais, souvent, ça peut être de la jalousie parce qu'on se dit, bah, je sais pas, moi, je fais des sacrifices. Moi aussi, j'aurais envie d'aller au Mexique et lui, il s'en fout. C'est pas normal, du coup, si moi je me sacrifie, lui aussi. C'est probablement vrai. Peut-être que ça peut être plein d'autres trucs. Euh, mais en tout cas, du coup, si ça t'agace, du coup, c'est aussi se dire, bah, ok, pourquoi vraiment ça m'agace? Et ça, du coup, c'est plus, encore une fois, de l'introspection, des trucs personnels. Je suis pas sûr qu'on doive tout tolérer non plus. Et que tu as le droit de dire, bah non, en fait, telle multinationale, vous faites de la merde et c'est pas ok, quoi. Euh, mais tu réagiras pas forcément avec tes tripes et juste en mode de manière. En fait, t'es serein avec ta position parce que c'est ça qui sonne juste pour toi et que pas forcément. Enfin, si, ça peut être de la colère saine, c'est aussi des colères saines. Donc ouais. Et le dernier truc pour moi, c'est beaucoup politiser le débat, quoi. Pour la peine, je viens beaucoup des micro-engagements et des actions individuelles et maintenant j'ai une vision beaucoup plus systémique. Et en fait, c'est pas la faute de ce mec si un billet d'avion ça coûte 3 fois moins cher parce que c'est subventionné de ouf euh, par les pays, par les villes, etc. C'est pas la faute de ce mec si on est dans un système capitaliste où tu reçois des pubs H24 pour des compagnies aériennes. Et, et du coup, c'est aussi comment est-ce qu'on change les règles du jeu, quoi, plutôt que de se battre entre nous sur qui est le militant écolo le plus pur, quoi. Parce que forcément, si on subventionne le tourisme local plutôt que les avions, le train plutôt que les voitures individuelles ou les transports collectifs, par exemple, on crée pas la même société et du coup, si le billet d'avion il coûte 3 000 € et le billet de train il coûte 10 €, il y a beaucoup plus de gens qui prendront le train et qui se rendront compte qu'il y a plein de trucs de ouf à faire en France, par exemple. Donc c'est plus des choix macro en fait pour moi. Merci pour la réponse et ça me permet de me réconcilier avec mes amis qui voient un avion. Non mais je rigole. On arrive dans les dernières questions. Donc ça va être des questions très courtes. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ta vie? Parce que ta vie, j'ai l'impression que tu la vis pleinement. Tu fais des choix que... Il y a aussi plein de remises en question, donc ça va avec. Là, en ce moment, ça va bien. Tu vois, l'année dernière, ça allait pas très bien, donc c'est aussi un rodéo, quoi. Mais le premier truc qui venait à l'esprit, j'allais dire, c'est ma chérie. Parce qu'en ce moment, ça me nourrit énormément. Et sinon, je pense ma liberté, du coup. C'est un peu ça que tu dis entre les lignes. Mais ouais, de me dire que chaque semaine, ça va être différent, de me dire, ah, vas-y, qui est-ce qui est trop intéressant que j'ai envie d'interviewer cette semaine, de, de jeter semer des graines un peu partout sur Internet et de voir ce qui pousse pas, comment les gens réagissent, de, et d'avoir ce job où je peux faire ma propre éducation aussi, quoi. J'ai toujours trouvé ça absurde de se dire que notre éducation était finie une fois qu'on était diplômé. Je suis en fait, non, parce que, tu vois, rien qu'avec des élus qui ont, je sais pas, 65 ans en moyenne et qui, du coup, sont complètement has-been sur l'état du monde et les problèmes actuels et les solutions qui existent, peut-être qu'on a besoin enfin, ouais, moi, j'ai pas été formé au féminisme, j'ai pas été formé à l'effondrement ou à l'écologie, j'ai pas été formé à même des trucs tout simples, comment draguer, comment placer son argent, comment, effectivement, apprendre à dire oui, apprendre à dire non et du coup, je trouve qu'il y a plein de gens qui ont des idées révolutionnaires ou pas révolutionnaires d'ailleurs, qui t'aident à grandir et à devenir une meilleure personne. Et je pense que si on est plus mature et plus... Ouais, j'aime bien la sagesse en fait. Je trouve on a vachement perdu... Putain, je suis en train de... Non, j'aime pas du tout la tournure de cette phrase parce que ça sonne... Ah, c'était mieux avant. Mais je trouve qu'il y a des gens qui ont une vraie sagesse, qui n'ont pas forcément 70 ans d'ailleurs, et que c'est ces gens-là que j'ai envie de mettre en avant. Toi, tu as toujours parlé de quête de sens. Tu as réussi, j'ai l'impression, cette quête de sens. Quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs et auditrices sur leur quête de sens? Alors, je suis pas d'accord. Je suis pas en dépression comme en école de commerce, mais je dirais pas que j'ai réussi parce que je pense que c'est plus un équilibre et du coup, c'est instable en permanence, quoi. Mais
Mais ouais, c'est comment est-ce que tu accordes en permanence ton instrument de musique pour que la note reste juste, selon le contexte qui change. C'est quoi, quel conseil pour sa quête de sens? L'action. Vraiment, ouais, s'il y a un truc au moins que j'ai appris en école de commerce, c'est de passer à l'action et d'arrêter d'être dans sa tête et de ah ouais, peut-être que ça serait bien et un jour je lancerai ma startup et un jour je ferai mon podcast et bah tu vois, moi je rêvais de devenir prof de philo et bah du coup je me suis mis en mouvement, voilà. J'ai commencé à plancher sur sur des cours de philo, à appeler plein de gens qui étaient en train de passer la grecque de philo et j'étais là. Bah, en fait, je crois que ça m'intéresse pas assez en fait parce que j'adore le côté de la philo qui t'aide à mieux vivre en fait et à être plus heureux, mais tout le côté hyper conceptuel, hyper ouais, des mots ultra compliqués pour dire des choses simples, ça me saoule. Mais tu vois, du coup, ça m'a évité de me dire pendant 20 ans, vas-y, je fais un job que j'aime pas, mais à 40 ans, ça m'a évité ouais, de tout claquer à 40 ans pour faire prof de philo. Alors qu'en fait, bah, prof de philo, ça me rend pas heureux, quoi. Et donc, de passer à l'action tout de suite, tu as beaucoup plus d'infos, non seulement factuelles sur, ah bah oui, avocat, en fait, c'est pas juste sauver la veuve et l'orphelin, en fait, c'est plutôt de la paperasse, c'est souvent plutôt pour les multinationales. Et tu as aussi beaucoup plus d'infos émotionnelles. Ah, mais en fait, quand j'ai publié mon bouquin et que je suis un peu entrepreneur, là, je me rends compte que j'adore ça, alors que, bah, je sais pas, personne m'a jamais dit que je pouvais être entrepreneur, et même moi, je me suis jamais visualisé comme ça, quoi. Donc, je pense vraiment que ouais, l'action, passer à l'action, quoi que ce soit que tu as envie de faire, tu peux te trouver toutes les excuses que tu veux, et tant mieux si ça te convient, mais en vrai, les réponses, tu les auras que en commençant, même petit, peu importe, mais être en mouvement. Donc, contacte cette personne qui t'inspire, commence à écrire la première page du bouquin que tu as envie d'écrire, ouvre ton podcast, ton compte Insta, je sais pas quoi, apprends à coder sur Open Classroom, je sais pas, n'importe quoi, mais mets-toi en mouvement et faut qu'on arrête j'allais dire, de réfléchir avec nos cerveaux, quoi, et qu'on s'écoute un peu plus, quoi. Non, quel livre aimerais-tu nous conseiller? Tu en as parlé un de tout à l'heure. Est-ce que tu en as un autre ou même tu veux reciter celui-là? Ouais. Bah du coup, ouais, j'en ai un autre là, Présente, de Lorraine Bastide, qui a aussi un podcast qui s'appelle La Poudre, qui cartonne sur. Que tu as interviewé il y a 1 ou 2 semaines. Ouais, justement parce que son livre m'a mis une énorme claque où je commençais à m'intéresser au féminisme, mais tu vois, le patriarcat, c'est souvent un truc un peu abstrait de ok, les femmes sont un peu moins bien payées, ok, je sais pas, on les sexualise vachement dans la pub ou quoi. Mais j'avais pas pris conscience à quel point c'est un système à 360 degrés et à quel point c'est choquant et injuste et immoral et à quel point ben on est tous dedans, quoi, même si on le voit pas. Et donc c'est vraiment un bouquin hyper badass que j'ai envie d'offrir à enfin, moi j'ai 2 sœurs typiquement et pas mal d'amis filles, et ouais, de se dire ah, en fait, être femme aujourd'hui dans notre société, ça veut dire ça. Est-ce que t'en as conscience? Est-ce que t'es ok avec ça, ou est-ce que t'as envie de faire des changements? Et ouais, ouais, j'allais dire encore une fois mesdames, mais non, messieurs aussi. Effectivement, du coup, j'ai eu la chance de l'interviewer, si vous voulez une version plus courte, mais sur à quel point les femmes sont rendues invisibles dans l'espace public. Voilà, il y a que 4% des rues en France qui ont un nom de femme. Donc ça en dit long quand même sur la place qu'on leur accorde dans notre histoire, alors que bah, y a tellement de femmes qui ont marqué, je sais pas, les avancées dans l'espace, dans Internet, dans plein de trucs, quoi. Même Marie Curie ou d'autres moins connus. Et comment la parole des femmes est systématiquement dévaluée, dévalorisée. Comment quand tu vas porter plainte, on ne te croit pas. Comment quand tu parles sur un plateau, on te coupe la parole. Enfin, bref. Et à l'inverse, justement, de voir toute cette vague féministe qui est là, bah, en fait, va te faire foutre le patriarcat. Encore une fois, c'est pas un truc contre les hommes, c'est contre un système dont les hommes sont parfois aussi victimes, parce que ça peut être dur aussi pour un homme de se dire ok, j'ai la responsabilité de financer mon foyer, et peut-être que moi, en fait, j'aurais envie d'être passer plus de temps avec mon enfant et de passer à mi-temps. Donc ouais, je pense que
ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi de faire des ponts entre les différentes causes et que au début, effectivement, j'étais plus sur du social. Après, avec le rapport du GIEC ou juste l'actualité, l'écologie a un peu pris le dessus et tant mieux parce que ça m'a vraiment ouvert à ces sujets. Mais je pense que ce soit le féminisme, la grossophobie, les droits LGBT, quoi que ce soit, les personnes en situation de handicap, il y a tellement de passerelles à faire et c'est les mêmes mécanismes de déconstruction en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper inspirant de voir autant de gens qui disent aux responsables ou qui disent stop en fait. Enfin, nous on reprend notre pouvoir et en fait ça va pas se passer comme ça et on va se battre pour nos droits et on va se battre pour créer un autre monde que ce truc tout pourri là. On va pas se contenter de ça en fait. Enfin, on mérite mieux. Et je sais pas si tu poses des super bonnes questions, mais depuis 1 heure là, je suis surexcité. J'ai l'impression de faire un discours inspirationnel, mais du coup c'est bien parce que tu vois, grâce à tes questions, je me rends compte à quel point ouais ça. Des fois, j'ai tendance à l'oublier, mais que je trouve que il y a des gens qui sont vraiment très beaux, pas dans le sens physique évidemment, mais qui sonnent juste et j'imagine que toi aussi quand vous faites vos podcasts. Et je me dis, mais putain, mais si tout le monde rayonnait comme ces gens-là, enfin, déjà, c'est trop cool qu'il y ait ces gens-là, mais s'il y en a de plus en plus, mais le futur, il est trop stylé, quoi. On croise les doigts. Et qui aimerais-tu écouter, justement, s'il y avait quelqu'un qui rayonne, qui aimerais-tu écouter dans ce podcast? Pour la peine, soit Hubert Reeves. Ah ouais, mais un truc possible, hein. Peut-être un tien, mais dans le nôtre. Tu peux essayer. C'est vrai qu'il faut que je retienne ce qu'on a appris tout à l'heure. Bon, du coup, je sais pas si tu considères ça possible ou impossible ou pas, mais c'est vrai que Pablo Servigne, j'ai eu la chance de l'interviewer, mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup creusé sa quête de sens, paradoxalement. Et il y a des gens que je trouve brillants sur leur sujet. Mais des fois, souvent, ils sont aussi brillants humainement et c'est vraiment un nounours. T'as juste envie qu'il y ait que des gens humbles et rieurs et le mec il parle de fin du monde et pourtant il a trop confiance en l'avenir et en notre capacité à s'adapter, à être résilient, quoi. Donc ouais, je serais curieux d'en savoir beaucoup plus sur sa quête de sens et je pense que c'est quelqu'un justement qui il a fait MKP notamment sur la masculinité, qui serait ouvert à parler beaucoup de ses remises en question personnelles. Donc ça, je me jetterai dessus tout de suite. Bon, c'est 2 beaux challenges. On va essayer de les contacter. De toute façon, maintenant, lui qui te connaît, peut-être que voilà, j'aurai une porte d'entrée. Mais c'est vrai que c'est un peu grâce à lui qu'on a créé ce podcast. Donc, ça sera un beau challenge. La boucle serait bouclée. Et la dernière question, c'est où c'est qu'on peut retrouver Pierre? La version simple pour YouTube, c'est Pierre Chevel, Soif de Sens. Vous tapez sur YouTube, vous trouverez ma tête assez facilement. Et sinon, évidemment, comme on est sur un podcast, pareil, Soif de Sens, ça s'appelle. Un peu partout, hein, sur Spotify, iTunes, pas encore sur SoundCloud, mais sinon, oui, je pense que vous tapez Soif de Sens sur votre moteur de recherche de podcast. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles, parce que ça fait pas longtemps que j'ai ouvert le podcast et ça m'aiderait beaucoup. C'est un peu cheesy, mais ça marche comme ça. Et en tout cas, un grand merci de m'avoir laissé cet espace de parole et bravo pour ce que tu fais. Merci à toi d'être venu. J'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai juste posé des questions. Je fais la même chose, mais il paraît que c'est assez cool. Bon, en tout cas, je suis heureux. J'ai passé un très bon moment. Je mettrai toutes les infos dans le lien et bon courage pour tes nouvelles aventures, tes beaux projets, tes remises en question parce qu'elles ont l'air éternelles. Oui, c'est très bien dit. À bientôt. À bientôt, ciao, merci beaucoup. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook.
Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.